Cette Euh, conférence va maintenant être enregistrée. on ferme bien les micros quand on ne parle pas. Et si vous voulez, si vous avez des questions, on vous invite à écrire dans la petite bulle le chat qui est sur le côté, qui sera regardé au fur et à mesure afin de répondre et qu'il n'y ait pas des interférences dans tous les sens. Merci. Voilà, très bien, merci pour cette introduction. Donc on va essayer de vous présenter effectivement on va dire le contexte dans lequel se trouve la filière forêt-bois en Normandie actuellement, et l'action du coup de Profession Bois, qui est donc l'association interprofessionnelle de la filière forêt-bois, dans ce contexte-là. Voilà. Donc, pour vous expliquer un peu comment va se dérouler la présentation, moi dans un premier temps, je vais vous présenter un peu du coup la filière forêt-bois, le contexte, la forêt, ce genre de choses, l'association Profession Bois et son fonctionnement, et puis ensuite je passerai la parole à mon collègue Brice qui lui enchaînera plus spécifiquement sur la cellule prescription construction, qui est probablement plus, on va dire, la cellule avec laquelle vous pourriez être amené à travailler en tant qu'architecte, et les actions qu'on mène dans le cadre de la prescription construction bois, et pour ensuite terminer sur ce qu'on a appelé une petite galerie d'inspiration pour montrer un peu voilà, la diversité des choses qu'on peut faire avec du bois dans la construction. Voilà. Alors, je vois déjà une petite chat. Ah, on n'entend pas bien. Alors, il faut que je parle plus fort, comme ça, c'est mieux? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous entendez bien? Alors, attendez, c'est peut-être important. Oui, moi j'entends bien. Ok, alors peut-être qu'il y a un souci de connexion, je ne sais pas. Ouais. Je vais parler plus fort, plus lentement. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de la filière forêt-bois, qui est un environnement économique assez varié. Il y a de nombreux acteurs qui n'ont pas forcément tous les mêmes centres d'intérêt, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter succinctement. Alors, donc pour commencer, les acteurs économiques de la filière effectivement sont variés par leur, on va dire, par leur type. Donc on a à la fois des entreprises qui sont elles-mêmes variées, puisqu'on a des entreprises. Alors, ça coupe parfois. Ah, ça coupe pour tout le monde ou je sais, ouais, vous m'entendez quand même correctement les autres ou je ne sais pas s'il y a que Gaël qui entend mal ou ouais. Ok, alors c'est peut-être plus chez Gaël, sachant que nous on l'entendait parfois mal au début. Bon. Ok, bon, je vais continuer. Désolé pour Gaël qui entend un peu en saccadé. Oui, donc alors les acteurs économiques, voilà. Donc on a à la fois des entreprises donc privées qui sont elles-mêmes assez variées puisqu'elles peuvent aller des entreprises unipersonnelles à des entreprises de plusieurs centaines de salariés. Et on a à la fois ouais, ok. On a à la fois des entreprises qui vendent par exemple des produits et des entreprises de services. Donc des entreprises par exemple qui vont, je sais pas, vendre de la charpente et des entreprises qui vendent des travaux forestiers. Donc voilà, il y a vraiment une variété complète. Et puis des bureaux d'études techniques ou vous les architectes. Enfin voilà, c'est très varié ce que les gens peuvent vendre entre guillemets dans la filière bois. On a également des organismes publics qui interviennent. Donc là, je pense par exemple à l'Office national des forêts ou à l'Union régionale des communes forestières. On a aussi carrément des collectivités. C'est pareil, de différentes tailles, qui peuvent avoir des forêts sur leur territoire et qui aussi influencent la vie économique des entreprises. On a aussi affaire à d'autres associations. Je pense, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec l'association régionale pour la promotion des écomatériaux, puis des associations locales. Et puis, on a aussi évidemment affaire aux particuliers, notamment pour ce qui est du marché de la construction bois ou alors de la vente de certains produits, de biens de consommation qui intègrent du bois. Donc voilà, tous les différents acteurs qu'on peut rencontrer au sein de la filière bois. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer à regarder un peu plus en détail qui sont ces différentes personnes, mais là, plus par ordre comment dire, d'intervention dans la chaîne de production, on va dire, de produits intégrant du bois. Donc, pour commencer, on va avoir les pépiniéristes. Donc, ce sont les gens qui font pousser les plants d'arbres et qui ensuite sont vendus et qui sont mis en forêt. On a les sylviculteurs, les propriétaires forestiers, donc qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. Les propriétaires forestiers peuvent faire intervenir des sylviculteurs sur leur terre, sachant que les propriétaires forestiers en Normandie sont notamment regroupés dans ce qu'on appelle le Centre régional de la propriété forestière, qui essaie de les conseiller, enfin ils n'y sont pas tous, mais c'est on va dire l'organisme qui essaie de centraliser un peu les questions forestières privées.
On a des entreprises de travaux forestiers, donc là, c'est les personnes qui vont faire tout ce qui va être de dégager, par exemple, les taillis, enfin les broussailles, les personnes qui vont aussi élaguer les arbres, qui vont faire les travaux de coupe et de ce qu'on appelle le débardage, c'est-à-dire de sortir les troncs d'arbres une fois coupés de la forêt vers l'extérieur. Donc ça, c'est les entreprises de travaux forestiers. Et puis on a aussi les communes forestières, bien sûr, qui interviennent sur l'amont forestier dans la gestion de leurs forêts et qui ont parfois des objectifs différents des propriétaires privés. Voilà, donc là, la forêt, c'est une forêt de la photo, c'est une photo de la forêt d'Odène dans l'Orne. Voilà. Un exemple de forêt normande. Voilà. Une fois les arbres, enfin, pour certains coupés et sortis de la forêt, il faut transformer ces arbres. Donc dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la première transformation, c'est vraiment prendre donc, les grumes. Donc ce qu'on appelle des grumes, en gros, c'est on va dire les troncs, quoi, une fois qu'on en a enlevé les branches, qu'on a juste plus que l'écorce autour, quoi. Et donc ces grumes, elles sont transformées, on va dire, soit chez les scieurs, soit chez des artisans qui travaillent directement sur des grumes ou sur du bois, on va dire, brut et non transformé. Puis en sorte, donc les scieurs généralement vont produire des poutres, des planches, tout un tas de produits relativement, enfin, avec peu de valeur ajoutée. Et ensuite, ces produits vont passer chez les industriels ou des artisans qui vont faire ce qu'on appelle de la seconde transformation et là aboutir à des produits de plus en plus finis. Donc en gros, en seconde transformation, tout ce qui va être du travail sur le bois après que la grume ait été, on va dire, débitée en différentes pièces. Et puis il y a un autre aspect, comment dire, il y a un autre grand pan de l'industrie qui est lié au bois, c'est ce qu'on appelle l'industrie de la trituration, qui utilise les fibres du bois. Donc là, c'est là-dedans qu'on va retrouver les industries de certains panneaux de particules pour les petites particules, et puis les industries du papier et du carton principalement. À ça qu'on pense. Voilà, qui utilisent souvent des produits connexes, enfin des bois qui auraient été trop petits pour être passés en scierie et en bois dit d'œuvre, c'est-à-dire du bois utilisé dans la construction ou dans l'ameublement. Voilà, donc là, la photo, c'est la photo d'une scierie qui est dans l'Orne également, qui s'appelle la scierie de Bélem, voilà, qui travaille principalement sur du chêne. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit tour des entreprises qui transforment le bois, mais ensuite, pour en faire quoi? Parce que la question, c'est le bois, une fois transformé, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, il y a vraiment une multitude de produits et de services rendus par le bois. Donc la première, on va dire peut-être une des plus anciennes pour les humains, c'est peut-être pas l'ancienne, mais c'est le bois énergie. Donc c'est en fait, voilà, c'est brûler le bois pour en obtenir de l'énergie. Donc ça peut être sous la forme de, feux de cheminée par exemple, mais pas seulement. Maintenant c'est plus tout ce qui, donc ça pour les particuliers, mais ça va aussi être tout ce qui est les chaufferies biomasse, tout ce qui est comment je pourrais dire ça, les poêles à peler que les particuliers peuvent acheter, duquel les particuliers s'équipent actuellement. Il y a aussi une grosse partie du bois qui passe en construction et en aménagement. Donc ça, c'est évidemment un autre gros morceau. On a du bois qui part dans l'ameublement, donc là plus pour le côté soit industriel, soit artisanal. Du bois qui est mis dans la papeterie, papier et carton. On a du bois qui part en artisanat, donc ce que je dis traditionnel, lutherie, art, c'est-à-dire voilà, des emplois vraiment très précis et spécifiques pour lesquels le bois est un peu irremplaçable. Il y a également du bois qui part dans l'emballage. Donc l'emballage, c'est effectivement les palettes pour transporter les matériaux, les caisses, les cagettes. C'est aussi toutes les cagettes, comment je pourrais dire ça, les petites barquettes que vous pouvez voir parfois souvent en bois de peuplier quand vous achetez des fruits et légumes. Voilà, c'est un autre type d'exemple d'utilisation du bois. Et puis il y a des industries autres, par exemple les arts de la table, je sais pas, des bols, des assiettes, des manches de cuillères. Ça peut être pour l'outillage aussi, pour les manches d'outils, voilà, qui sont en bois. Voilà, il y a tout un tas de. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le bois d'alignement, donc les clôtures, c'est aussi un débouché pour le bois. Donc on en retrouve vraiment dans vraiment beaucoup de secteurs. Alors, le bois fournit beaucoup de secteurs économiques. Voilà, d'ailleurs, à ce propos, quelques chiffres sur le bois en tant que secteur économique en Normandie. Donc il faut savoir qu'en Normandie, on estime qu'il y a 3420 entreprises qui font vraiment partie de ce qu'on appelle la filière bois et qui génèrent 22 000 emplois sur la région. Pour ce qui est de la forêt en Normandie, donc elle représente, on dit 421 000 hectares de forêt et c'est 14% du territoire normand. Il faut savoir que 184 000 hectares de ces 421 000, donc ça représente 44% de la forêt, est certifiée PEFC, donc c'est-à-dire qu'elle est certifiée comme étant gérée durablement. 44% de la forêt est gérée durablement. Et enfin, pour le secteur de la construction, qui va nous intéresser un peu plus par la suite, il faut savoir que 8,9% du marché des maisons individuelles en Normandie est détenu par la construction bois, donc c'est pas trop mal. Il y a des régions qui sont meilleures que nous, mais il y en a d'autres qui sont moins bonnes, donc c'est
c'est un bon chiffre, on va dire, et ça représente la construction de 560 maisons individuelles par an. Donc, maintenant, pour présenter un peu plus peut-être la forêt et les ressources dont on dispose en France en termes de bois. Alors, il faut savoir que les forêts françaises sont aux 3/4 privées et aux quarts publics. Donc après, je vous parlerai de la Normandie plus précisément. Les forêts privées, malheureusement, sont très morcelées en France et pas forcément très simples à gérer, notamment par des jeux, on va dire, d'héritage successifs qui font qu'elles sont de plus en plus divisées. Et donc, il y a un vrai travail justement pour essayer de regrouper ces forêts privées et voilà, faire une gestion un peu plus comment dire, raisonnée pour essayer d'en augmenter les capacités de production. Voilà. On note qu'en type d'arbre disponible, on a en gros les 2/3 du volume sur pied, c'est des feuillus, et 1/3 sont des résineux. Mais alors dans la construction, ce qu'on utilise, c'est principalement des résineux, et puis d'une manière générale, ce sont ceux qu'on transforme le plus. Pour un tas de raisons, notamment parce qu'ils poussent plus vite que les feuillus, parce qu'ils sont aussi plus tendres, plus faciles à transformer. Enfin, voilà, donc on utilise ceux qu'on a le moins. D'ailleurs, à ce propos, les régions essayent de développer l'usage des feuillus, notamment dans la construction et dans tout un tas d'autres usages pour essayer de les valoriser, parce que c'est des bois qu'on a en quantité et qu'il faut valoriser. Donc il faut savoir que le couvert forestier progresse en France depuis 100 ans, même depuis 200 ans. La statistique qu'on donne souvent, c'est que si on regarde la surface de forêt en 1800 et à l'heure actuelle, elle a doublé. Donc c'est dû à différentes choses. Donc il y a l'abandon de certaines zones de culture, des replantations. Alors là, pour le coup, notamment après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de plantations qui ont été effectuées. Et puis le retour des haies qui est favorisé ces dernières années, qui mine de rien fait progresser aussi la couverture d'arbres. Voilà, donc on estime le stock de bois sur pied disponible en France à 2,8 milliards de mètres cubes et ce stock progresse de 80 millions de mètres cubes par an. Voilà. Donc il n'y a pas de, je reviens dessus, mais il n'y a pas de souci de déforestation en France. Même au contraire, la forêt a plutôt tendance à progresser dans le pays. Alors après, il peut y avoir d'autres soucis liés à la gestion, mais il n'y a pas de souci de manque de la ressource ni de déforestation. Alors pour ce qui est de la ressource qu'on trouve plus précisément en Normandie, on se constate que la forêt est plus privée que la moyenne nationale, donc il y a quasiment 80% de forêts privées et 22% de forêts publiques. Et pour ce qui est des types d'arbres, là c'est la même chose, on a plus de feuillus que la moyenne nationale, donc 82% de feuillus et 18% de résineux. Le stock de bois sur pied chez nous représente 80 millions de mètres cubes et il croît de 2,8 millions de mètres cubes par an. Donc là encore, en Normandie, il n'y a pas de souci de surexploitation de la forêt, au contraire. D'ailleurs, on prélève 1,4 million de mètres cubes par an au sein de ces 2,8 millions de croissance. Voilà, donc on prélève en gros 50% de l'accroissement. C'est comme si vous aviez un capital et le capital croît. Voilà, en fait, on prélève moins que les intérêts générés chaque année dans la forêt si on voit ça un peu comme un compte en banque. Voilà. Donc là, juste pour revenir là-dessus, là encore, on voit qu'on a une très large dominance du bois de feuillu en Normandie, et malheureusement, c'est effectivement le bois de résineux qu'on utilise principalement dans la construction, donc on essaye d'en développer l'usage pour augmenter la valorisation de ces bois, en fait, finalement. Et puis c'est celui qu'on a localement, donc ce serait plus intéressant, si on veut utiliser de la ressource locale, de travailler avec ces bois-là. D'autant plus que l'utilisation de résineux, ça n'a pas toujours été le cas dans la construction, notamment dans les constructions traditionnelles, j'allais dire. Par exemple, au Moyen-Âge, on utilisait principalement du feuillu, si on regarde au bois à la Renaissance. Les maisons à pans de bois sont principalement en bois de feuillu, donc principalement en chêne en Normandie. Ce pourrait être une bonne chose d'y revenir. Alors, si on entre un peu plus en détail sur les essences disponibles en Normandie, ce qu'on a donc principalement, c'est du chêne, beaucoup de hêtre aussi également, c'est une essence secondaire très importante. Et puis après, on entre dans le domaine de ce qu'on appelle les essences secondaires, donc charme, châtaignier, frêne, et puis d'autres, robinier, érable, alisier. Donc tout ça, c'est des différentes essences feuillues qui existent, qui sont disponibles en quantité plus ou moins élevée, et pour lesquelles on cherche des valorisations. Pour ce qui est des essences résineuses, on a principalement du Douglas, le sapin de Douglas, donc qui est originaire, on va dire, d'Amérique, mais qui a été très largement planté. Et puis on a du pin sylvestre, qui est encore en bonne quantité également. Et enfin, les essences secondaires résineuses, ça va être, vous pouvez lire, le pin maritime, le mélèze et le pin pectiné. Voilà. Donc ceux-là sont déjà bien valorisés dans l'industrie et dans la construction.
Et oui, si vous souhaitez plus d'informations sur ces informations, enfin, là-dessus, il y a le site donc, de l'Agrest, un site public qui permet d'avoir vraiment des statistiques détaillées sur les quantités de chaque essence qui sont récoltées et utilisées dans l'industrie chaque année et leur répartition dans les différents domaines d'utilisation. Voilà, donc on a dit qu'on récoltait 1,4 million de mètres cubes de bois en Normandie. Donc sur ces 1,4 million de mètres cubes, on a 528 000 qui vont en bois d'œuvre. Donc le bois d'œuvre, c'est le bois, on va dire, de construction. Donc soit dans la charpente, soit en lamellé-collé, soit, enfin, bref, qui finit dans la construction ou en bardage. Il y a du bois qui va dans l'industrie, donc là plus pour ce qui va être notamment ameublement et puis toutes les choses connexes. Et 449 000 mètres cubes de bois énergie, donc qui passent dans la production d'énergie. Voilà, donc vous voyez le total, ça fait pas 1,4 million, c'est parce qu'il y a des restes qui partent, par exemple, directement dans l'artisanat, dans la trituration, voilà, ce genre de choses. Alors, pourquoi est-ce que on pense que c'est une bonne chose d'utiliser le bois? Pourquoi est-ce que, par exemple, moi, je fais un travail de profession bois qui, pour essayer, on va dire, de pousser à l'utilisation du bois, et notamment dans la construction? C'est parce que le bois, c'est un matériau durable. En fait, il répond à beaucoup de problématiques actuelles. Notamment, il est aux problématiques environnementales parce qu'il est tout à fait bénéfique de ce point de vue-là. Donc, il est renouvelable, c'est-à-dire qu'un arbre, une fois qu'on l'a coupé, ben, on peut le replanter. C'est pas comme je sais pas moi, du fer ou du sable qui, une fois qu'il est extrait, ben, il est extrait. Hein. Le bilan carbone de la plupart des produits bois de construction est souvent négatif, c'est-à-dire que vous avez stocké plus de carbone dans la pièce en bois que vous avez que le carbone que vous allez dépenser en énergie pour le transformer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de l'énergie utilisée dans les scieries ou dans les différents procédés, mais qui est généralement inférieure au carbone qui est stocké dans l'arbre. En fait, tous les produits qui utilisent du bois sont des puits de CO2, c'est-à-dire que c'est du CO2 qui est stocké et puis durablement, s'il est stocké par exemple dans les constructions. Et en plus de ça, le bois est souvent utilisé en substitution d'autres produits qui, eux, ont un bilan carbone bien plus médiocre. Donc en fait, on remplace les mauvais produits, enfin des produits médiocres d'un point de vue bilan carbone par du bois. Donc, il est vraiment tous les avantages d'un point de vue environnemental. D'un point de vue social, il est également très bénéfique, donc j'ai noté socialement responsable, parce que si on choisit les bonnes essences et qu'on fait les choses bien, ben, on va faire travailler des emplois locaux, que ce soit donc sur les entreprises de travaux forestiers, puis sur les entreprises de transformation de scieries. Et les forêts en tant que telles, elles ne sont pas délocalisables. Donc c'est vraiment intéressant de développer l'usage de ce matériau parce que ça favorise l'emploi local. Et enfin, le bois, c'est un produit qui est économiquement viable, parce qu'il génère de l'activité économique autour de sa transformation. Et en fonction des usages, mais il y a tout un tas d'usages sur lesquels il est compétitif, il n'est pas forcément plus cher. Je pense notamment au marché des maisons individuelles. En fonction des projets de maison, voilà, les maisons à ossature bois peuvent être complètement compétitives avec des maisons plus classiques. Donc voilà, comme il répond à ces trois problématiques-là, on dit qu'il est durable. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un matériau qui est intéressant et sur lequel on parie, nous, pour l'avenir. Donc maintenant que vous êtes bien convaincu de toutes les bonnes raisons d'utiliser du bois, on peut se poser la question où se fournir si jamais on cherche du bois. Donc les différentes méthodes d'approvisionnement, donc là par ordre on va dire de maîtrise de la chaîne d'approvisionnement, on va dire si on veut vraiment tout maîtriser de A à Z, mais c'est pas forcément plus simple, c'est d'aller voir directement des propriétaires forestiers et d'acheter du bois carrément sur pied si on veut vraiment tout maîtriser, donc repérer des arbres et les prendre, enfin les acheter quand ils sont encore debout puis les faire couper, ou alors acheter du bois dit bord de route, c'est-à-dire des arbres qui ont déjà été abattus et dont les grumes sont stockées en attente d'un acheteur. Donc là au moins on est certain de la provenance de ces bois, et ensuite il faut trouver des scieurs ou des artisans pour les transformer et les utiliser dans les usages qui nous intéressent. Une version un petit peu plus simple, c'est d'aller voir des scieries auxquelles vous pouvez... Donc, les scieurs ont souvent deux méthodes de fonctionnement. Ils produisent d'une part des pièces standards, donc si le projet que vous souhaitez réaliser va utiliser des pièces standards, vous venez avec votre liste et puis vous pourrez pour acheter des pièces qui vous intéressent. Et certains scieurs, généralement les scieries font les deux, font également ce qu'on appelle du débit sur liste, c'est-à-dire que vous allez lui fournir la liste des pièces dont vous avez besoin, et lui il va se débrouiller pour les découper dans les grumes qu'il a en entrée, pour vous fournir les pièces dont vous avez besoin sur mesure. C'est souvent forcément un petit peu plus cher, mais ça permet d'avoir les pièces qui nous intéressent. Vous pouvez également aller voir des négoces de matériaux qui, eux, vont pour le coup avoir des pièces généralement bien plus standardisées, peut-être à des coûts plus bas, mais alors là, il faut faire aussi un peu attention parce que les négoces de matériaux ne se fournissent pas forcément localement, donc c'est voilà, un sujet qu'il faut aborder avec eux sur le fait de savoir quelles sont leurs filières d'approvisionnement. Il y a également la possibilité d'avoir recours à des artisans qui, eux, en fonction des cas, peuvent vous fournir des pièces du coup directement finies et puis s'approvisionnent dans différentes, soit auprès des négoces, soit auprès des scieries, en fonction des artisans.
Vous pouvez également avoir des industriels, par exemple, je pense aux charpentes industrielles qui vont pouvoir vous être fournies telles quelles. Et puis, on peut également aller voir des importateurs, notamment pour des bois, donc là, des bois qui viennent de l'étranger. Donc nous, c'est évidemment pas forcément trop ce qu'on veut défendre à Profession Bois, mais il faut savoir que ça existe et que c'est quand même une utilisation du bois. Donc il y a, on va dire, deux types principalement d'importation. Il y a l'importation de bois d'œuvre, on va dire peu cher, résineux, qui vient d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est principalement, ou centrale, d'Europe centrale et d'Europe du Nord. Donc là, c'est principalement des résineux dans la construction. Et puis, vous allez avoir des importations de bois, on va dire, plus exotiques et tropicaux, qui, eux, sont généralement intéressants parce qu'ils ont des bonnes propriétés de résistance on va dire, dans le temps et aux intempéries. Il faut savoir que les importations, à l'heure actuelle, c'est plus beaucoup des importations de grumes, c'est-à-dire de troncs directement, comme ça pouvait l'être à une époque. Généralement, les pays maintenant qui exportent ont bien compris qu'il fallait faire de la transformation pour avoir un peu de valeur ajoutée. Et donc, ce qui est importé, c'est généralement des lames directement transformées, donc soit des lames de bardage, des lames de terrasse, des lames de parquet. Voilà. Et puis, il faut savoir par ailleurs qu'on importe du bois, mais on en exporte aussi, et notamment les chênes sont beaucoup exportés vers la Chine, et parfois les scieries françaises ont du mal à se fournir parce que les prix montent, et il y a une compétition sur l'achat des grumes, voilà, du bois non transformé avec la Chine, et donc voilà, il faut savoir qu'il peut parfois, en fonction des périodes, y avoir des problèmes, on va dire, d'approvisionnement sur ce produit spécifique, quoi. Voilà, pour ce qui est de la fourniture de bois. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu, on va dire, rapidement le contexte dans lequel est plongée, on va dire, la filière forêt-bois en Normandie, je vais vous présenter un petit peu l'association de Profession Bois et quel est notre rôle au sein de cet écosystème. Donc voilà, dans un premier temps, là vous avez une diapo avec toutes les coordonnées. En fait, ce diaporama, nous on va vous le donner, il sera disponible et il sera diffusé à toutes les personnes qui ont suivi cette visioconférence. Donc voilà, si vous voulez retrouver nos coordonnées, là vous aurez les coordonnées de l'association sur cette diapo. Donc pour ce qui est de l'association Profession Bois, il s'agit donc de l'association interprofessionnelle de la filière forêt-bois en Normandie. Donc elle résulte de la fusion de deux anciennes interprofessions de Haute et de Basse Normandie. Donc celle de Haute Normandie s'appelait Amaury Bois, peut-être que certains ont connu cette appellation, et celle de Basse Normandie s'appelait déjà Profession Bois, c'est ce nom qui a été gardé. Donc bientôt, normalement, le nom devrait changer, être remplacé par le nom de Fibois, donc Fibois Normandie, sachant que Fibois, en fait, c'est le nom de toutes les interpros. Il existe d'autres interpros dans les différentes régions de France, et toutes tendent à prendre ce nom-là. Donc on a notamment, par exemple, Fibois Hauts-de-France, Fibois Occitanie, Fibois Grand Est. Voilà. Donc cette association a été créée à l'initiative des professionnels de la filière, c'est-à-dire que c'est eux qui ont voulu une association, on va dire, pour un peu les fédérer et défendre un petit peu leurs intérêts. Donc, elle a bien un statut associatif, elle a été créée par les entreprises. L'adhésion à cette association est volontaire pour les entreprises ou les organismes qui souhaitent y adhérer. Elle est membre du réseau donc, de France Bois Région, donc c'est le réseau des autres interprofessions. Donc nous, on travaille avec eux et on a des échanges réguliers avec les autres régions. Et on a des financements à la fois publics et privés. Privés principalement, on va dire, les adhésions de nos adhérents, des entreprises sur certains projets très spécifiques. Et sinon, des financements publics, on va dire principalement la région et le réseau France Bois, donc c'est France Bois Forêt, qui est l'interpro national qui nous finance en partie également. Voilà, donc les objectifs de Profession Bois, c'est de dynamiser la filière forêt-bois. C'est en fait le développement économique de cette filière, donc ça se fait au travers des différentes actions qui sont listées. Donc rencontres et échanges et partage entre pros, donc c'est à la fois des échanges par exemple sur les bonnes pratiques, des retours d'expérience, sur également des échanges, par exemple, si un professionnel recherche un autre pour une raison très spécifique, par exemple, je sais pas, un scieur des débouchés pour certaines pièces, et quelqu'un a entendu parler, il peut lui faire passer l'info. C'est de favoriser donc le développement économique de la filière en facilitant. Bon, il y a différentes façons de le faire, hein. Ça peut être par exemple en orientant des personnes parmi les différentes subventions qui sont possibles d'obtenir, en l'aidant à monter des dossiers pour demander des financements, ça peut être en mettant en relation les professionnels, ça peut aussi servir à ça. Avec, donc voilà, dans l'idée d'améliorer et de pérenniser les activités de la filière forêt-bois sur le territoire. Et puis enfin, on a un rôle aussi un peu de représentation auprès des instances. Donc par exemple, il y avait, là on arrive en fin de période en ce moment, ce qu'on appelait le contrat objectif bois, qui était un contrat triennal signé avec la région. Et donc l'interlocuteur et le pilote du projet pour la filière donc forêt-bois, c'était Profession Bois, qui était l'interlocuteur de la région Normandie. Voilà. Alors, comment se fait l'adhésion en Profession Bois si jamais vous êtes intéressé pour adhérer à notre association? Donc, l'adhésion est annuelle. La cotisation se fait en fonction de la taille de l'entreprise, c'est-à-dire du nombre de salariés.
De mémoire, ça va être quoi, de 50 à 200 euros, c'est ça? Ouais, bon, bref, c'est pas, vous pourrez, si ça vous intéresse. De toute façon, les bulletins sont disponibles en ligne sur notre site internet. Et donc, cette adhésion permet voilà, d'avoir accès à un certain nombre de choses via Profession Bois, donc un peu de visibilité, c'est-à-dire que nous, parfois, on a des gens qui nous appellent en nous demandant où est-ce que je peux trouver une entreprise qui a tel genre d'activité. Et donc, nous, on oriente préférentiellement, évidemment, vers les adhérents. Donc, on regarde notre base de données si on a des adhérents dans la région en question et on oriente vers les adhérents. Donc, vous pouvez également bénéficier d'un accompagnement sur certains projets. Donc, c'est essayer de vous trouver des interlocuteurs, de vous répondre sur des questions précises si on a la compétence, ou faire des recherches, essayer de vous trouver la documentation adaptée. Vous serez également parfois invité sur des événements, donc je pense notamment au colloque, ça c'est sûr, tous les adhérents sont invités, et puis en fonction des sujets, voilà, vous serez au courant des événements, on va dire, organisés par Profession Bois, si vous voulez vous y joindre. Vous avez accès au réseau de Profession Bois, évidemment, et ça vous donne l'occasion d'être partie prenante au sein de la filière, c'est-à-dire, comme on a dit, Profession Bois, c'est un peu ça se veut un peu le lieu de réflexion pour les acteurs de la filière, et donc voilà, si vous voulez avoir une influence là-dessus, vous pouvez en faire partie. Vous aurez une voix à l'Assemblée générale, comme tous les adhérents, pour influer sur la politique de l'association. Donc l'équipe d'ailleurs de Profession Bois, donc à l'heure actuelle, on est dirigé donc par un conseil d'administration de 25 administrateurs, et ils sont répartis en 4 collèges thématiques. Et on a donc une équipe salariée de 7 employés. Alors quand elle est à plein régime, actuellement elle n'est pas pleine, il y a des postes vacants, mais donc à plein régime on est 7 salariés. Et donc on fait partie, comme on l'a dit, du réseau France Bois Région des autres interpros, et donc on peut se supporter entre nous voilà, et utiliser, on va dire, l'expérience acquise par d'autres interpros. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Brice, qui va lui vous présenter un peu plus précisément l'action de prescription construction au sein de l'association Profession Bois. Donc, bonjour à tous. Brice Tabaki, prescripteur construction bois chez Profession Bois aussi. Donc, moi, je vais vous parler plus précisément de la cellule prescription construction dans laquelle Yves et moi travaillons. Et je vais vous présenter les différentes actions que l'on mène et dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner, mais dans quelle mesure aussi vous pouvez nous aider pour mener à bien nos différentes actions. Donc, cette première diapo aussi, c'est pour que vous récupériez, quand vous transmettra le diaporama, vous récupériez nos coordonnées. Donc, pour nous présenter brièvement, moi, je suis issu de l'INSA Strasbourg, donc filière génie civil. Donc, je suis vraiment orienté construction, alors que Yves, lui, a été diplômé de l'ESB à Nantes, donc qui est vraiment plus sur le volet matériaux bois. On est tous les deux arrivés en 2019 au sein de Profession Bois, moi en octobre et Yves au mois de novembre. Donc, quelles sont nos cibles? Donc, 2 cibles principales, donc les maîtrises d'ouvrage, les donneurs d'ordre et les professionnels de la construction. Donc, les maîtrises d'ouvrage, on va essayer, enfin, notre rôle, c'est d'aller les démarcher avec un aspect commercial pour justement les rencontrer et leur vanter les mérites de la construction bois pour que quand ils décident de construire un projet, donc que ce soit les collectivités publiques ou les donneurs d'ordre privés comme les bailleurs ou les promoteurs par exemple, notre but c'est vraiment on va dire de leur laisser l'idée que le bois correspondrait tout à fait à leur projet pour que quand ils y pensent et essayent de le concrétiser, pensent vraiment à utiliser ce matériau. Pour vous donner un exemple, on va mener une campagne de prescription au sein des différentes nouvelles équipes élues au sein des communes forestières avec l'URCOFOR. On va intervenir aussi auprès de l'Union sociale de l'habitat, donc qui regroupe les différents promoteurs de la région Normandie, pour parler de rénovation énergétique en utilisant des matériaux biosourcés. Et donc, notre deuxième cible sont tous les acteurs de la construction, donc les constructeurs, les artisans et donc vous, les architectes. Donc,
En tant qu'architecte, vous êtes ce qu'on appelle nos interlocuteurs privilégiés parce que comme nous, vous pouvez être aussi des prescripteurs du matériau bois. Sur les différents projets que vous menez, on va dire que vous êtes parmi les premiers arrivants au sein de l'équipe de projet avec la maîtrise d'ouvrage, bien sûr. Et si vous pouvez essayer d'influencer, de convaincre le client d'utiliser ce matériau, vous pouvez essayer de proposer des premières esquisses avec ce matériau bois. Donc, c'est pour ça qu'on considère vraiment les architectes de la région comme potentiellement des prescripteurs qui peuvent nous aider dans notre mission. Et ensuite, comment nous pouvons vous aider? Donc, en vous présentant des projets semblables à ceux que vous êtes en train de réaliser pour vous présenter des retours d'expérience. Donc, comme Yves l'a dit, nous travaillons beaucoup avec les autres régions et nous disposons d'une base de données nationale qui permettrait de vous mettre en contact ou de vous mettre en contact avec d'autres acteurs partout en France ayant réalisé le même type de projet, si vous voulez connaître ses avis, les difficultés qu'il a rencontrées, les points d'attention sur lesquels il faut se focaliser. Enfin, c'est aussi notre rôle de vous présenter des retours d'expérience pour vous rassurer lors d'un projet de construction de bois. On peut aussi vous mettre en relation avec tous les professionnels de notre réseau si vous êtes à la recherche d'une entreprise dans un département bien précis, d'une entreprise de construction de bois ou d'un matériau spécifique dans une essence bien précise. Les connaissances de notre réseau nous permettent de vous rediriger vers les bonnes personnes. On peut aussi vous apporter une aide technique. Alors, nous allons sortir un site internet qui verra le jour d'ici la fin de l'année 2020, normalement. Donc, il s'appellera Construire en bois en Normandie, dans lequel vous pourrez retrouver plein d'informations techniques, réglementaires, sur les différents labels qui existent. Donc, ce site sera vraiment à destination des professionnels, des architectes, des élus et des particuliers. Mais si vous avez une question vraiment technique sur un point très spécifique, même si nous ne connaissons pas la réponse, avec notre cellule technique nationale, auquel des membres du FCBA, du CNDB, d'autres instances nationales du bois font partie, nous pouvons les solliciter et leur poser la question. Peut-être que eux sauront nous aiguiller et nous pourrons vous transmettre leurs réponses. Ensuite, on peut vous présenter donc la ressource forestière comme Yves l'a fait au début de ce diapo, mais on peut aussi vous présenter l'offre régionale, c'est-à-dire les différents produits qui sont produits justement en Normandie, et où les trouver et à quelle personne s'adresser pour s'en procurer. Alors ensuite, l'annuaire de la construction bois, je reviendrai un peu plus en détail par la suite, tout comme l'organisation des prix régionaux et de la construction bois et les prix nationaux de la construction bois. Et enfin, une des dernières façons pour vous aider, c'est que nous allons proposer des formations qualifiantes, donc avec le FCBA. Deux devaient voir le jour en début d'année 2020, mais avec le confinement et la crise sanitaire, ils ont été reportés. On aimerait bien en organiser encore peut-être une, voire deux d'ici la fin de l'année 2020. Donc, ça serait des journées de formation entre 8 et 12 stagiaires, avec un tarif préférentiel pour nos adhérents, évidemment. Là aussi, on attend vos retours si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez spécifiquement vous former, que ce soit la future réglementation RE 2020, que ce soit les fiches FDES, que ce soit l'extension, la surévaluation. Enfin, n'hésitez pas surtout à dire quel domaine vous voulez maîtriser pour que nous arrangions pour organiser cette formation, pour essayer justement de la remplir le plus possible, qu'elle serve au plus de professionnels possible. Donc, l'annuaire de la construction bois qu'on édite tous les ans.
Donc, il est disponible en format papier et en format numérique sur notre site internet. Donc, il référence il recense on essaye tous les professionnels de la construction bois. Donc, l'édition 2019 recensait les artisans, les constructeurs, les charpentiers, et les menuisiers et les agenceurs. Donc, dans l'édition 2019, nous avons 171 entreprises. Et l'édition 2020 sera un peu plus complète parce qu'on intégrera aussi les bureaux d'études et les architectes. Donc, pareil, si vous voulez faire partie de l'annuaire des entreprises de la construction bois en Normandie en 2020, n'hésitez pas à vous manifester à nous. On a juste comme critère pour intégrer les architectes qu'ils aient au moins une référence en construction bois pour que si, par exemple, on renvoie un particulier vers cet architecte, qu'il ne soit pas perdu, on va dire. Et donc, l'annuaire, on essaye de le rendre le plus abordable possible parce qu'il est vraiment à destination de tous les maillons de la chaîne. On le diffuse donc au grand public s'il recherche une entreprise de construction pour son projet d'extension particulier, par exemple. Mais on le diffuse aussi pour vous, architectes, si vous cherchez une entreprise de construction de bois ou un menuisier. Mais on le diffuse aussi aux donneurs d'ordre s'ils veulent rechercher une entreprise en particulier. Enfin voilà, c'est vraiment un bon outil qui, on l'espère, recensera toutes les entreprises normandes et qui devrait, l'édition 2020 est en cours de rédaction et pareil, elle devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Une fois qu'elle sera éditée, on en déposera très certainement des versions papier au sein du siège du Conseil de l'Ordre à Rouen. Donc vous pourrez vous fournir là-bas et sinon il sera disponible en téléchargement sur notre site internet. Et l'autre outil, donc c'est les prix nationaux et régionaux de la construction bois. Donc le prix régional est organisé tous les 2 ans et le prix national tous les ans. Donc ça a 2 objectifs. En plus, bien évidemment, de mettre en avant les différentes réalisations remarquables en bois qui méritent d'être montrées et diffusées au grand public. Ça nous sert aussi, nous, à alimenter la base de données nationale. Donc qui est le site dont le lien apparaît juste en dessous, le site Panorama Bois, donc qui référence actuellement à peu près 6000 projets en bois. Donc même pour vous, ça peut être un outil utile si jamais vous recherchez des inspirations ou savoir si par exemple des logements collectifs en structure feuillue ont déjà été réalisés. Il y a très probablement déjà la réponse sur le site Panorama Bois. Donc, en ce qui concerne le niveau régional, le jury il est composé donc principalement d'architectes avec des membres de CAUE. Cette année, il y avait Madame Parrington aussi de l'Ordre des architectes qui était conviée au jury, un professeur de l'école d'architecture de Normandie, mais il y a aussi des professionnels, donc des membres de notre conseil d'administration, donc des constructeurs, des charpentiers, des personnes de l'Adréal, de la région Normandie. Des administrateurs de l'ARP aussi étaient invités cette année. Ben voilà, on essaye vraiment de rassembler un maximum de personnes d'horizons plus ou moins différents pour noter et déterminer les lauréats de la façon la plus subjective possible. Possible. Donc ces prix se divisent en 8 catégories. Donc travailler, accueillir, donc ça va être tous les bâtiments tertiaires. Apprendre, se divertir, vont être tous les bâtiments scolaires. Habiter ensemble va être tous les logements collectifs. Habiter une maison va être la maison individuelle. Réhabiliter un équipement va être la rénovation ou l'extension d'un bâtiment public ou tertiaire. La catégorie réhabiliter un logement et l'aménagement intérieur et extérieur. Et donc, en ce qui concerne l'année 2020, il n'y a eu que 18 projets normands qui ont candidaté donc entre début janvier, c'est à peu près fin février, début mars, la fin des dépôts de candidature. Et seulement 18 projets normands ont candidaté au prix national de la construction bois.
Alors, comparé à d'autres régions, ce n'est pas beaucoup, d'autant que lorsque une année comme 2020 l'été, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prix régional, parmi ces 18 projets normands, le jury régional s'est réuni pour en faire remonter 4 au prix national de construction bois. Et donc, parmi ces 4, un projet normand a été lauréat donc au prix national. C'est la première fois qu'un Normand gagne un titre de prix national de construction bois. Et donc, c'est dans la catégorie réhabilité à logement. Vous allez voir la photo juste après. Donc voilà, c'est une ancienne longère qui a été donc réhabilitée par l'architecte Per Rasmussen. Donc, c'est un architecte parisien, mais les entreprises de construction, le menuisier et la scierie, eux, sont normands. Donc, c'est une ancienne longère sur laquelle il a retravaillé les murs en ossature bois avec de la laine de bois en isolation. Donc, c'est de l'épicéa qui a été utilisé pour la structure, pour le bardage aussi, et juste pour le solivage aussi, mais pour les rampants intérieurs et les rampants intérieurs, pardon, où c'est du peuplier français de Dordogne. Et voilà, donc on ne les voit pas sur la photo, mais donc c'est le candidat lauréat de cette année, le candidat normand lauréat de cette année. Et donc maintenant, je vais vous présenter quelques projets donc de construction bois qui ont été réalisés en Normandie pour montrer les différents usages du bois dans tous les domaines de la construction et de la réhabilitation, extension, surélévation. Donc le premier, donc c'est une extension de salle des fêtes à Saint-Georges-de-Nez, réalisée par l'atelier d'architecture de la Touques. Donc comme vous pouvez le voir sur la partie de gauche, on voit très nettement l'extension. Donc j'ai voulu vous partager ce projet pour vous montrer que le bois n'est pas un souci pour un bâtiment recevant du public. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, il n'y a pas de problème de sécurité incendie ou quoi que ce soit en construction bois. Et c'est un matériau aussi très léger, très résistant et qui se complète avec, qui peut être, oui, complété par tous les autres types de matériaux, que ce soit de la brique, du parpaing ou même d'autres matériaux biosourcés. Donc, c'est ce qui rend son utilisation très utile et très facile pour tous les projets d'extension et de surélévation. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter ce projet-là. Ce deuxième projet, donc pareil, c'est un restaurant scolaire dans la commune d'Alizé. Donc, réalisé par l'architecte Marie-Joseph Bécon. Donc, on est toujours sur un mur à ossature bois avec un solivage traditionnel, mais le souhait du client, donc de la commune et de l'architecte, était de laisser une charpente visible pour le côté chaleureux que ça peut apporter pour voilà l'ambiance du bâtiment. Et donc, on voit très bien les poutres lamellées-collées de la charpente qui apportent ce cachet, on va dire, à ce restaurant. Alors, j'ai voulu aussi vous partager ce projet pour vous montrer qu'une fois de plus, un bâtiment, on va dire, particulier qui reçoit du public et qui en plus est un public jeune. Donc, pour les normes de sécurité incendie, il n'y a pas de problème particulier. Et pour les normes sanitaires aussi qui impliquent un restaurant de cette dimension, le bois a tout à fait sa place dans ce type de bâtiment. Ensuite, ce projet réalisé par des architectes parisiens aussi, mais dans la ville de Cabourg, et une réinterprétation moderne, contemporaine de l'architecture traditionnelle normande. Et c'est quelque chose que nous, on souhaite valoriser pour justement préserver ce patrimoine qui est la construction à pans de bois très présente en Normandie. Donc là, c'est une structure en Douglas français et derrière un polycarbonate opaque, donc qui permet de faire un jeu de lumière lorsque, comme sur la photo, les vestiaires sont allumés
où quand c'est éteint 2 jours, le polycarbonate opaque prend, on va dire, presque la même couleur qu'un torchis traditionnel. Donc de loin, on pourrait s'y méprendre. Après, quand on se rapproche, on voit le côté moderne que ce soit de la structure bois ou le côté moderne qu'apporte le polycarbonate. Donc, c'était aussi pour vous montrer que des réinterprétations modernes de bâtiments, d'architecture plus traditionnelle peuvent être faites et peuvent être faites même dans le cas de bâtiments recevant du public, comme ici un vestiaire de tennis dans la commune de Cabourg. Le projet suivant, je pense aussi que beaucoup de monde le connaît, c'est la passerelle du Mont-Saint-Michel. Donc, on a voulu vous présenter pour vous montrer que le bois, même s'il est dans un milieu hostile comme il est dans cette situation, c'est-à-dire dans un milieu humide, salin, qu'apporte l'eau de mer, le bois résiste très bien. Donc là, c'est du chêne normand qui a été étuvé, donc cuit à haute température. Et les souhaits du client, c'était donc bien sûr que le bois ne fissure pas, qu'il garde un aspect lisse. Mais une des craintes aussi du client, donc du Mont-Saint-Michel, c'était il avait peur qu'une passerelle en bois, s'il pleut dessus, ça glisse, par exemple. Et avec le traitement à l'étuve et le peu d'usure que font le frottement des chaussures lorsque des particuliers marchent dessus, servent à retirer la planalité de cette passerelle, ce qui fait qu'elle ne glisse pas. Je suppose que certains parmi vous ont déjà marché dessus. Et donc voilà. Enfin, un des derniers projets que je voulais partager avec vous, donc c'est logement collectif réalisé commandé par le promoteur Logéal et réalisé par l'architecte Laurent Protois. Donc, il a été lauréat de la catégorie Habiter ensemble du prix régional en 2017. Et je voulais m'attarder un petit peu dessus parce ça a été l'un des premiers bâtiments collectifs certifiés passifs. Et donc, ça prouve bien qu'il est possible de construire des bâtiments performants en utilisant du bois. Donc, c'est une isolation en laine une isolation laine de bois aussi, avec des murs accumulateurs en terre sur la façade sud pour magasiner la chaleur et la redistribuer après. Donc voilà, c'était pour vous montrer aussi que le bois, en plus de parfaitement, on va dire, s'accrocher sur des structures plus conventionnelles, qu'est le parpaing ou la brique ou le béton, il peut aussi s'allier avec tous les matériaux biosourcés qu'on connaît, que ce soit la paille, la laine de bois, la ouate de cellulose, la terre, pour réussir en combinant toutes les qualités et performances de ces différents matériaux à construire quelque chose de thermiquement performant. Et enfin, sur cette dernière diapositive, c'est un peu un mélange de tout ce qui existe et a été réalisé en bois. Donc, vous avez un monument historique, le manoir d'Orbec dans l'Eure. Vous avez la plus grande hall en bois en France, qui est réalisée en charpente lamellé-collé. Vous avez la plus haute tour du monde en bois. Donc, c'est une tour de 85 mètres de haut, réalisée en Norvège. Oui, en Norvège. Donc pareil, c'est du bois lamellé-collé. Il a été livré en mars 2019. Donc on sait déjà construire en bois à ces hauteurs-là. Le bâtiment à côté, c'est le pavillon français lors de la dernière exposition universelle à Milan. Et à droite, c'est la construction neuve d'une maison traditionnelle normande dans le Calvados, à Deauville. Voilà, la fin de la présentation. Maintenant, nous restons à votre écoute pour un petit temps d'échange. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les faire parvenir dans le chat et on essaiera d'y apporter
les réponses, si on les a. Et merci à vous tous d'avoir participé. Vous pouvez peut-être couper vos micros et poser vos questions. Ce sera peut-être plus simple en fait que de les taper dans le chat. Alors, donc la première question, est-ce que l'on sait connaître notre source en bois de construction en Normandie? En bois de construction, pas... comment je pourrais dire ça? En fait, on va savoir ce qu'il y a de disponible auprès de nos scieurs, mais les scieurs s'approvisionnent pas forcément uniquement en Normandie. Donc, oui, on a des chiffres qu'on pourrait vous communiquer sur le bois de construction disponible en sortie de scierie, dans les scieries normandes. Après, voilà quoi, c'est pas forcément la totalité du bois disponible, parce qu'il y a du bois sur pied qui pourrait passer en bois de construction sur demande, et c'est pas forcément le cas à l'heure actuelle. Et puis vous allez avoir du bois dans les scieries qui n'est pas forcément, qui vient pas forcément de Normandie quoi. En fonction des scieries, les rayons d'approvisionnement sont plus ou moins étendus. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Voilà. Et alors j'imagine que la question c'est est-ce qu'on la connaît, est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Alors oui, mais alors là je les ai pas forcément sur moi. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les faire parvenir, mais on a des enquêtes pour connaître les volumes précis. Ouais. Ouais. Et pour répondre à la deuxième question, alors oui, si vous nous sollicitez que vous avez un problème ou une question sur chantier, on peut tout à fait se déplacer et venir le voir avec vous. Et s'il faut prendre des photos et essayer d'apporter une réponse si nous on la connaît, sinon la soumettre à notre cellule technique nationale qui peut-être eux en sauront un peu plus. Mais oui, on peut tout à fait se déplacer avec vous sur vos chantiers. Voilà. Question suivante. Non, je plaisante, mais voilà. J'active mon micro, ce sera plus facile. Ça serait intéressant de nous dire les types de formations que vous pouvez proposer. Enfin, l'ordre, ça sera, je pense, Crépa ou Format qui prendra la suite. Mais oui, je pense que ça intéresse les archives de construire en bois et d'être un peu plus technique sur quel bois utiliser, etc. Je sais pas, en parquet, en machin, enfin, en fonction de là où de l'exposition, en fonction de pas mal de choses. Si vous pouvez transmettre les formations que vous pouvez faire, ça serait vraiment intéressant. Après, si oui, vous avez des questions peut-être plus précises sur certains points, sur la construction, sur si vous étiez venu avec des questions que vous auriez aimé voir traitées qui n'ont pas été traitées ici, peut-être que on peut essayer d'y répondre aussi, hein, si vous avez des interrogations particulières. Pas spécialement, mais c'est plus. Moi, personnellement, j'ai pas encore construit en bois, mais ça m'intéresse et j'ai envie. Et après, c'est peut-être une méconnaissance des choses qui fait que du coup, voilà. Et en fait, s'il y avait une formation qui pourrait. Des questions autres qui n'ont pas forcément été abordées ici, mais qui vous interrogent, ça peut être le moment. Voilà. Si vous pensez que ça prendra trop de temps, vous pouvez aussi évidemment nous contacter par ailleurs. Comme on vous l'a dit, nous on sera ravis de vous aider. Si vous rencontrez des problèmes, on essaiera de vous aider à les résoudre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de questions. En tout cas, sinon on vous refera parvenir les autres questions. Un grand merci pour votre présentation.
Surtout pour une heure aussi tardive. Ah oui, il est 19h, 18-20. Mais bon, 18-19, c'est quand même sympa de vous être adapté à notre format. Pour un Si vous format n'avez en pas de visio questions, à on va partir de... peut-être s'arrêter là, du coup. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, bah, on vous remercie de vous être connectés, de l'intérêt que vous portez à ce sujet. Voilà. Et puis, on espère que vous aurez peut-être une meilleure idée de ce qu'est Profession Bois et de comment on peut vous aider lorsque vous aurez peut-être besoin d'aide sur un projet de construction impliquant du bois. Alors, on a une question. Alors, J'avais une question. comment reconnaître la différence de qualité entre le bois français et le bois importé, par exemple le Douglas? Alors, ça va dépendre des endroits où il est importé. On va dire une des différences de qualité principales qu'on peut constater sur le Douglas, ça va être, on va dire, sa vitesse de croissance et la taille des cernes. Voilà, alors c'est difficile, je pense. Mais bon, enfin, ouais. En gros, sur la taille des cernes, on va dire un bois qui aura grandi très rapidement devrait avoir des cernes plus larges, en fait, et généralement va être un bois un peu moins résistant que du bois ayant des cernes plus serrées. Et ouais. Voilà, c'est ça, du Canada ou d'Europe du Nord. Ouais. Ben, en fait, les bois de Douglas qui viennent du Canada, du Canada, généralement, eux, pour le coup, vont être on va dire, de bonne qualité. Les cernes vont être généralement plus serrées, mais c'est généralement parce que, pour le coup, eux sont issus de forêts primaires, souvent, et qui ne sont pas replantées, quoi. Donc, en fait, eux, ils ont un stock de bois sur pied, on va dire, assez considérable, et puis ils tapent dedans, quoi. Ils replantent pas forcément, enfin, ça dépend des cas, mais au Canada, c'est pas forcément le cas. En Europe du Nord, là, c'est du bois importé, et a priori avec des qualités, on va dire, je pense, similaires au bois français, si c'est la même essence comme le Douglas, quoi. Après, si la question c'est comment faire la différence entre du Douglas qui pousse en France et d'autres bois qui ne sont pas du Douglas importés d'Europe du Nord, là, normalement, il y a un critère qui ne trompe pas, c'est que le Douglas a une teinte très légèrement rosée, qui est vraiment pas la même et qui est vraiment caractéristique de ce bois par rapport aux autres, quoi. C'est-à-dire, si vous prenez un morceau de Douglas et un morceau de pin l'un d'un côté de l'autre, le Douglas va avoir vraiment une teinte rosée spécifique que n'ont pas les autres résineux qui sont beaucoup plus jaunes. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà. Mais les Douglas français, généralement, vont avoir des cernes plutôt plus importants et une croissance plus rapide que les bois d'Europe du Nord, dû à des conditions climatiques, on va dire, plus favorables à la croissance des arbres en France qu'en Europe du Nord. Voilà. Pour des Douglas, hein, bien sûr. Voilà. Okay. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions de dernière minute? Bon, nous, on avait prévu, on nous avait dit 18h-20h, donc on a prévu jusqu'à 20h si vous voulez discuter du bois. Mais... Non, bah, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Un grand merci à vous deux pour votre présentation et votre temps que vous nous avez gentiment consacré ce soir. Voilà. Mais bon, enfin, sur ce qui est, on va dire, de la question, oui, bah, très bien. Sur la question de l'importation, on va dire, des bois de résineux d'Europe du Nord, c'est vrai que c'est dommage d'avoir recours à ça, dans le sens où on a beaucoup de ressources disponibles sur place, quoi. Bon. Voilà. Ouais. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Juste un dernier petit rappel. Donc, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est la première année où nous allons intégrer les architectes dans notre annuaire. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous voulez en faire partie ou si vous connaissez des confrères à vous qui seraient intéressés pour en faire partie, n'hésitez pas à nous contacter, à vous manifester à nous, parce qu'il va y avoir aussi, voilà, un travail donc avec l'ordre des architectes pour un recensement des architectes souhaitant faire apparaître dans cet annuaire. Ok, et ben merci beaucoup. On partagera l'info à tous les archis. Je pense qu'on va rester élevé. Ah oui, alors, encore une question de dernière minute. Je vais commencer à répondre. Alors, tout dépend de quel type de construction, enfin, de quel type de bâtiment et du système constructif aussi.
forcément, la construction bois donc est encore, enfin, si on regarde les parts de marché de la construction bois, elles restent encore assez faibles face aux autres matériaux. Donc, évidemment que plus la demande va augmenter, plus l'offre va se répondre et donc plus les coûts vont baisser. Mais tant que ça reste encore, même si ça se développe de plus en plus et ça va continuer à se développer de plus en plus, notamment avec la future réglementation, c'est très compliqué de rester compétitif avec des systèmes constructifs comme le béton banché où il est utilisé en masse depuis maintenant une centaine d'années, si je puis dire. Donc les procédés ont eu le temps de s'améliorer, d'être optimisés, ce qui n'est pas forcément encore le cas dans la construction bois. Alors même si on voit des innovations comme le développement de CLT, etc., c'est des matériaux qui restent, enfin des produits qui restent encore chers, mais qui à terme, lorsque de plus en plus de personnes l'utiliseront et donc de plus en plus d'entreprises le produira ce type de matériaux, le prix va baisser forcément. Donc oui, c'est vrai qu'actuellement, le bois peut, dans certains cas, apparaître comme une solution un peu plus chère, mais c'est, d'après moi, dû aux années de retard qu'a pris la construction bois par rapport aux autres matériaux plus conventionnels tels que le parpaing ou la brique ou le béton. Et comme disait Brice en préambule, ça dépend, on va dire, des projets. C'est-à-dire que sur de la maison individuelle, a priori, les maisons, on va dire, ossature bois, elles sont compétitives avec des maisons, on va dire, en parpaing, quoi. C'est pas si cher que ça, oui, l'institution publique, je répondrai après. Et donc, elles sont plus si chères que ça. Là où le bois est vraiment, on va dire, plus cher, ça va être sur les projets plus d'habitation collective. Par exemple, sur des projets d'immeubles, évidemment, faire un immeuble en bois, à l'heure actuelle, effectivement, c'est plus cher et c'est dû, comme l'a dit Brice, à un problème, je pense, d'échelle industrielle, quoi. Les économies d'échelle sont pas encore là. Voilà. Ensuite, possibilité d'institution publique pour promouvoir le bois. Oui, ces possibilités, elles existent, notamment via, par exemple, des primes ou des subventions, on va dire, à l'éco-conception de bâtiments. Ça peut aussi exister via des pouvoirs publics qui, eux, ont besoin d'un bâtiment et qui vont favoriser l'utilisation du bois dedans, quitte à ce que ce soit plus cher qu'un autre, qu'un bâtiment qui n'utiliserait pas de bois. Donc ça, effectivement, c'est un travail, nous, qu'on essaye de mener, notamment, par exemple, avec les communes. Lorsque la commune a un équipement, n'importe quoi, une salle des fêtes, une école à construire, essayer de faire en sorte qu'elle fasse le choix du bois pour servir de démonstrateur et inciter les gens autour. Voilà. Bien sûr, nous, on souhaite qu'il y ait une incitation publique, mais alors après, voilà, ça dépend un peu des politiques en place. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place avec la région, mais qui n'est pas forcément toujours très simple, quoi. Bon. Effectivement, comme le bois, on va dire, comme on l'a présenté à toutes les cartes du matériau durable, c'est évidemment quelque chose qui pèse, on va dire, en sa faveur auprès des pouvoirs publics. Mais bon, il n'y a pas, que l'écologie qui, enfin, les questions de durabilité. Puis c'est pas que l'écologie, on va dire, c'est aussi des problèmes, enfin, le fait d'avoir des métiers locaux, non délocalisables, quoi. Mais bon, voilà, il y a d'autres problématiques, quoi. Si vous voulez, par exemple, le béton aussi, c'est un lobby très puissant à l'échelle nationale. Donc c'est parfois compliqué d'avoir, de lutter contre les industries du béton, quoi, qui sont bien plus structurées et bien plus puissantes que le bois, quoi. Donc possibilité d'action publique, oui, il y en a. Certaines sont mises en place déjà, peut-être sans doute pas à assez grande échelle, mais on essaie de travailler là-dessus, évidemment, en profession de bois. Ensuite. Voilà. Alors, pouvez-vous nous parler du développement de la marque Bois de Normandie? Existe-t-il un exemple de bordage estampillé normand? Donc là, c'est un peu question qui fâche. C'est, on va dire, la création d'une marque Bois de Normandie est dans les tuyaux et est en discussion entre les professionnels du bois en Normandie. Il y a beaucoup d'entreprises, on va dire, qui sont favorables, mais bon, voilà, c'est encore en discussion en interne et pour l'instant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et c'est compliqué à mettre en œuvre parce que les entreprises n'ont pas les mêmes intérêts. Certaines aimeraient bien que la marque Bois de Normandie, si jamais elle venait à exister, inclut seulement les produits transformés en Normandie. Les propriétaires forestiers aimeraient bien que ce soit des arbres qui ont poussé en Normandie.
les fabricants aimeraient juste pouvoir importer des arbres d'ailleurs moins chers et pouvoir les transformer en Normandie, mais qu'ils soient quand même estampillés normands. Donc voilà, ça a été l'objet de réflexion au sein de Profession Bois. C'est encore en pourparlers avec la région Normandie. Donc pour l'instant, il n'existe pas de bardage estampillé Normandie pour les différents conflits d'intérêts et pour aussi la difficulté à faire le sourcing vraiment de toutes les grumes, de tous les bois qui passent par les scieries. C'est quelque chose aussi de très compliqué. Donc pour l'instant, ça n'existe pas. La région et Profession Bois sont en pourparlers pour savoir si un travail doit être fait pour justement essayer de créer une marque ou si on se cantonne entre guillemets à la marque Bois de France. Comme on l'a expliqué sur le sourcing, effectivement, les scieries parfois se fournissent à la limite de la région Normandie, mais pas en Normandie même. Et donc, voilà, on peut avoir des petits soucis là-dessus. Ensuite. Oui, bah, on sait bien que les maîtres d'ouvrage veulent du bois local, oui. On sait, c'est une question qu'on a nous-mêmes très régulièrement. On a parfois des maîtrises d'ouvrage qui nous appellent, je pense, voilà, enfin oui, bref, qui nous disent qu'elles veulent du bois local et qui aimeraient savoir où en trouver. Et donc, nous, on va dire pour l'instant, au mieux, ce qu'on peut faire, c'est aiguiller vers des scieurs ou enfin, on va dire qu'ils sont adhérents et dont on sait que une part, on va dire, majoritaire de leur approvisionnement se fait en Normandie. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'organisme qui certifie la provenance des bois. Donc, c'est un peu la confiance que vous faites aux scieurs qui vous dit que ces bois viennent du coin. Alors après, il existe des méthodes pour, on va dire, alors ça dépend, on va dire, des maîtrises d'ouvrage, mais quand vous avez affaire à une maîtrise d'ouvrage de type, on va dire, commune, voilà, public, mais enfin, on va dire principalement des communes, si elles possèdent elles-mêmes des forêts, une des solutions pour avoir recours à ce bois-là, c'est de dire qu'elles fournissent elles-mêmes le bois. Donc elles vont aller faire des coupes dans leur forêt, elles vont dire bah nous on a le bois, elles vont trouver des scieurs pour les transformer, et c'est une méthode pour inclure ce bois local dans les commandes. Ou alors ça peut être aussi avec des communes peut-être partenaires, une commune qui dit bah voilà telle commune me fournit le bois, et donc comme le bois est déjà là, le bois n'est pas en fait dans le marché public, quoi. Et ça permet d'être certain de sa provenance puisqu'on l'a fournit nous-mêmes, quoi. Mais sinon, à l'heure actuelle, il n'y a pas de certification. Et on sait bien que c'est un problème parce qu'on a régulièrement la demande pour des bois locaux. Et c'est pour ça que enfin, la demande est entendue et que c'est dans les tuyaux et que voilà, il y a des discussions entre la région Profession Bois et les différents professionnels. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Donc la seule, comme je vous disais, méthode, c'est on va dire la confiance que vous accordez aux professionnels avec lesquels vous travaillez. Les noms et adresses de ces scieurs, oui, bon, on pourra vous donner. Voilà. On pourra transmettre sur une diapo, oui, des scieries adhérentes avec laquelle on a l'habitude de travailler, et donc on n'a pas de doute sur leur sourcing. On pourra joindre ça dans le diapo. Ouais. Voilà. Sachant que, comme on disait, généralement, il y a quand même, notamment, on va dire pour toutes les scieries qui sont limitrophes avec d'autres départements, un rayon on va dire, d'approvisionnement qui parfois déborde en dehors de la région, mais ça reste local. C'est pas forcément normand parce que ça vient du département d'à côté. Mais bon. Voilà, ça n'en reste pas moins finalement local, quoi. C'est vrai que c'était un des soucis que nous ont fait remonter les professionnels lors des discussions pour la marque Bois de Normandie, parce que la plupart des forêts sont dans l'Orne ou en Seine-Maritime, et donc frontaliers soit avec les Pays de la Loire, soit avec les Hauts-de-France. Donc sur une même scierie, il pouvait y avoir du bois qui a poussé en Normandie et c'est du bois qui a poussé dans les Hauts-de-France, sachant que les bois étaient distants de 1 kilomètre à peine. Donc c'est pour ça que la marque Bois de Normandie ne convainc pas aussi tous les professionnels. Alors sur la question, l'architecte maître d'œuvre peut-il imposer le bois normand dans ses spécifications? Eh bien, je ne pense pas à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas justement de marque spécifique. Et puis en plus, il faudrait que ce bois-là, comment dire, présente vraiment des caractéristiques techniques, on va dire spécifiques, qui justifient qu'on a recours à du bois normand plus qu'à un autre. Et donc, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Ouais. Ça paraît difficile d'imposer ça. Ouais. Alors, il y a quand même aussi on va dire une autre méthode qui pourrait être un peu d'expliquer que on tient, comment dire, enfin, on va dire une des caractéristiques du bois normand, c'est qu'il y a très peu, on va dire, de CO2 qui va être dépensé pour ce qui est de son acheminement et de son transport. Et donc une méthode, on va dire un peu de rusée dans les cahiers des charges, par exemple, c'est
en expliquant que comme on veut avoir une empreinte carbone la plus faible possible, on va énormément s'intéresser aux critères du transport et vraiment le survaloriser dans, voilà, dans l'étude des différents, comment je pourrais dire ça, des différents devis qui vont être fournis, quoi. Dire que le transport va être quelque chose d'important, mais il faut bien le préciser dans le cahier des charges que c'est, voilà, qu'on va avoir des questions écologiques là-dessus. Mais bon, il faut faire quand même attention avec ça. D'un point de vue technique, qu'est-ce qui différencie le bois normand du bois importé? Oui et non, il n'y a pas forcément énormément de différences techniques, surtout entre un bois d'une région frontalière et le bois vraiment normand, quoi. Après, il faut savoir que bien sûr, les différentes conditions climatiques dans lesquelles poussent les arbres font qu'ils ont enfin, ils vont forcément avoir des caractéristiques un peu différentes au niveau du bois, en fonction notamment de leur rythme de croissance. Cependant, pour des usages, on va dire, constructifs, oui, enfin, les arbres sont assez quand même, on va dire, sont assez interchangeables, quoi. Ouais, le bois normand n'a pas des caractéristiques, voilà. Les matériaux sont-ils pris en compte? Alors oui, donc pour les fiches FDMS sur les produits bois, donc il y a le site DE Bois qui existe, donc de-bois.com, et qui permet de personnaliser des fiches générales. Donc ça permet de rentrer la distance parcourue pour mettre, enfin pour entre la série et le chantier. Enfin, sur le site de Bois, en tout cas, c'est possible de régler justement cette distance et de personnaliser chacune des fiches générales au chantier auquel on est en train de se consacrer. Donc oui, les kilomètres parcourus seront pris en compte dans la prochaine réglementation. Juste pour revenir sur la question d'avant, sur la différence entre bois normand et bois importé, je parle bien à essence équivalente, bien sûr. Le truc, c'est que souvent les bois importés du Nord et d'Europe de l'Est sont enfin souvent ça a des résineux effectivement de moins bonne qualité que le Douglas qu'on va avoir en Normandie ou que le chêne qu'on a ici, quoi. Donc quand je disais qu'il n'y avait pas de différence entre les deux, c'est à même essence, quoi. Sinon, évidemment, il y a des différences. Et pour le site, ouais, ok. Bah oui, on ajoutera le site. Ouais. On ajoutera ce site au diaporama, pas de souci. Alors des prix de référence conseillés. Donc existe-t-il des prix de référence conseillés par destination du bois, bardage, bois de charpente ou prix? Alors prix conseillé, je ne pense pas, et nous de toute façon profession bois, on ne se mêle pas, on va dire, des prix, du fait de fixer les prix chez les producteurs. Maintenant, on a des prix constatés, oui, ça existe, des études sur la question. Je ne sais pas trop si on a ça. Il y a une interprofession, l'interprofession bretonne, qui me semble, qui est en train de mener un projet justement de comparatif des coûts pour plusieurs types de bâtiments, pour comparer donc un bâtiment performance équivalente des bâtiments. Alors il me semble que c'est parpaing, laine de verre comparé à structure bois, laine de bois. Et donc c'est nos collègues bretons qui sont en train de réaliser ça. Ils espèrent avoir les résultats d'ici la fin de l'été. Donc dès qu'ils nous les auront communiqués, on pourra aussi vous les communiquer. Donc question, oui, souhaitez-vous organiser des points avancement de la filière bois régulièrement avec profession bois? Je crois que nous, on est tout à fait ouvert effectivement à vous rencontrer régulièrement. Comme on vous l'a dit, on pense que vous êtes des interlocuteurs privilégiés pour le développement de la construction, enfin, de l'utilisation du bois dans la construction, ça nous semble évident, quoi. Donc, nous, évidemment, on est vraiment partant pour vous rencontrer régulièrement et faire un partenariat avec la profession bois.
Bien, oui. Enthousiasme, c'est bien. Bah, si vous êtes partant, n'hésitez pas à nous faire à nous poser des questions, à nous faire savoir les points que vous souhaitez aborder, même pour reparler des formations dont j'ai parlé tout à l'heure, les points sur lesquels vous voulez être formé, les points. Enfin voilà, on est vraiment là dans le but d'essayer de vous apporter le maximum de réponses. Ok, alors vous, des outils pour communiquer sur le coût global donc d'une opération qui utiliserait du bois, quoi. Comme on vous l'a dit, là, on attend les résultats de l'expérience de nos collègues bretons. Il y avait des études quand même aussi de comment ça s'appelle. Enfin, pour ce qui est de la maison individuelle, on doit avoir des documents en interne. J'ai oublié Peut-être. l'étude sur les cellules économiques, sur la construction. Je sais plus. Enfin, bon, bref, enfin, ouais, on a quelques documents là-dessus qu'on peut essayer de vous trouver si ça vous intéresse. Après, on n'a pas forcément de documents de référence sur le surcoût lié à la construction de bois. Mais moi, j'ai juste, pour compléter votre question, est-ce que quand vous parlez de coût global, c'est le coût global, c'est-à-dire le coût sur 50 ans, vous considérez les consommations électriques, de chauffage, ou c'est juste le coût à la construction? Ou qu'est-ce que vous entendez par coût global? Ouais, ouais. Parce que ce qui va influencer le coût global, donc le plus sur de long terme, oui, ça va être la performance du bâtiment. Donc c'est un bâtiment passif, qui soit construit en bois ou en parpaing avec 50 cm de laine de verre, sera dans tous les cas plus cher qu'une maison traditionnelle. Enfin, qu'une maison traditionnelle, ça sera forcément plus cher. Après, je pense qu'on peut trouver des études qui prouvent que sur du long terme, sur 50 ans, c'est plus rentable de construire passif que traditionnellement RT 2012. On pourra essayer de trouver aussi ces études et de les joindre dans le diaporama, mais je suis quasiment sûr d'avoir déjà vu une étude qui parlait de ça et qui confirmait que le passif était plus intéressant sur de long terme. Après, le bois en tant que tel ne va rien changer. Sur du long terme, ça va être surtout la performance du bâtiment qui va influencer sur le coût global. Et on sait construire au standard passif avec du bois, avec de la paille et avec aussi de la brique, du parpaing, avec tout type de matériaux. Le coût de construction, voilà. D'accord, donc ça serait peut-être sur le fait qu'il y aurait quelque chose à faire sur des actions de communication, on va dire, auprès du grand public à mener et des outils pour convaincre sur le fait que en phase d'exploitation, en fait, un bâtiment bien conçu et intégrant du bois peut être plus intéressant. Ok, non mais c'est vrai qu'effectivement c'est une bonne remarque, c'est pas forcément. C'est vrai que quand nous, on reçoit des appels de particuliers, c'est aussi on leur fait prendre conscience que le coût d'un bâtiment ne se résume pas qu'à sa construction, mais aussi à son exploitation. Donc, c'est quelque chose dont on parle avec les particuliers, et je pense que vous aussi, c'est quelque chose dont vous parlez à vos clients particuliers lorsque vous avez un projet de construction individuelle, parce que c'est là encore où on rejoint l'idée que pour nous, vous êtes
des interlocuteurs privilégiés parce que vraiment, on peut prescrire exactement la même chose, c'est-à-dire le matériau bois, mais aussi essayer de construire performant, même si ça représente un surcoût lors de la construction. Il faut plus voir ça, et c'est ce qu'il faut essayer d'expliquer aux clients. Il faut plus voir ça comme un investissement sur de long terme. On note qu'il y a un outil à faire sur cette question. Oui, bah ça c'est effectivement. Alors je sais pas, effectivement, on n'a pas forcément pour l'instant réfléchi à la production d'un outil, par exemple d'une plaquette spécifique qui pourrait résumer tous ces arguments, mais oui, c'est complètement le genre de choses qu'on pourrait envisager chez Profession Bois, de créer ce genre de support et qu'on pourrait ensuite vous fournir, si ça vous aide, vous, pour convaincre les clients d'avoir, on va dire, un peu des chiffres clés ou des petits schémas, des choses qui expliquent un peu aux gens le pourquoi du comment, de pourquoi le bois, voilà, est un matériau renouvelable, durable, il y a beaucoup d'avantages. Ok. Ok. Très bien. Donc on pourra réfléchir à la création de ce genre de support. Ouais. Alors pour ce qui est du diaporama et des différents liens, je ne sais pas quand est-ce qu'on vous transmet ça. Oui, le temps de rajouter les dernières choses, donc on pourra faire ça demain et on pourra vous transmettre. Alors nous, on n'a pas récupéré les adresses mail de tout le monde, mais Gaël doit l'avoir, donc on lui enverra et elle pourra vous le transmettre ensuite. Voilà. Très bien. Mais de rien. Ok. Voilà, de rien, c'est toujours un plaisir de parler du matériau bois et de ce qu'on peut faire avec. Voilà. Pas de souci. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on repasse un peu. Est-ce qu'on repasse la main à Alice pour clôturer la séance ou je ne sais pas. Ouais. Oui, si vous voulez. Merci, merci beaucoup. Et puis j'espère que ça débouchera sur soit d'autres 18-20 ou d'autres formations. Et puis on essaye de continuer à avancer ensemble sur ces sujets parce que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment des questions qui vont demain, dont il faut saisir tout de suite parce que c'est demain. Ouais, Voilà, et merci beaucoup, bonne soirée à tous et à bientôt. Et bonne soirée à vous tous. Attendez. Hop, bonne soirée. Au revoir.